La politique d'Aristote, livre 1er, chapitre 2, suite. Il faut de toute nécessité convenir que certains hommes seraient partout esclaves et que d'autres ne sauraient l'être nulle part. Il en est de même pour la noblesse. Les gens dont nous venons de parler se croient nobles, non seulement dans leur patrie mais en tout lieu. À leur sens, les barbares, au contraire, ne peuvent être nobles que chez eux. Ils supposent donc que telle race est d'une manière absolue libre et noble, et que telle autre ne l'est que conditionnellement. C'est l'Hélène de Théodecte qui s'écrie ainsi « De la race des dieux de tous côtés issus, qui donc du nom d'esclave oserait me flétrir ?» Cette opinion revient précisément à fonder sur la supériorité et l'infériorité naturelle toute la différence de l'homme libre et de l'esclave, de la noblesse et de la roture. C'est croire que de parents distingués sortent des fils distingués, de même qu'un homme produit un homme et qu'un animal produit un animal. Mais il est vrai que bien souvent, la nature veut le faire sans le pouvoir. On peut donc évidemment soulever cette discussion avec quelques raisons et soutenir qu'il y a des esclaves et des hommes libres par le fait de la nature. On peut soutenir que cette distinction subsiste bien réellement toutes les fois qu'il est utile pour l'un de servir en esclave, pour l'autre de régner en maître. On peut soutenir enfin qu'elle est juste et que chacun doit, suivant le vœu de la nature, exercer ou subir le pouvoir. Par suite, l'autorité du maître sur l'esclave est également juste et utile, ce qui n'empêche pas que l'abus de cette autorité ne puisse être funeste à tous deux. L'intérêt de la partie est celui du tout, l'intérêt du corps est celui de l'âme. L'esclave est une partie du maître, c'est comme une partie de son corps, vivante, bien que séparée. Aussi, entre le maître et l'esclave, quand c'est la nature qui les a faits tous les deux, il existe un intérêt commun, une bienveillance réciproque. Il en est tout différemment quand c'est la loi et la force seules qui les ont faits l'un et l'autre. Ceci montre encore bien nettement que le pouvoir du maître et celui du magistrat sont très distincts, et que malgré ce qu'on en a dit, toutes les autorités ne se confondent pas en une seule. L'une concerne des hommes libres, l'autre des esclaves par nature. L'une, et c'est l'autorité domestique, appartient à un seul, car toute famille est régie par un seul chef. L'autre, celle du magistrat, ne concerne que des hommes libres et égaux. On est maître, non point parce qu'on sait commander, mais parce qu'on a une certaine nature. On est esclave ou homme libre par des distinctions pareilles. Mais il serait possible de former les maîtres à la science qu'ils doivent pratiquer tout aussi bien que les esclaves. Et l'on a déjà professé une science des esclaves à Syracuse, où pour de l'argent, on instruisait les enfants en esclavage de tous les détails du service domestique. On pourrait fort bien aussi étendre leurs connaissances et leur apprendre certains arts, comme celui de préparer les mets, ou tout autre du même genre, puisque tels services sont plus estimés ou plus nécessaires que tels autres, et que selon le proverbe, il y a esclave et esclave, il y a maître et maître. Tous ces apprentissages forment la science des esclaves. Savoir employer des esclaves forme la science du maître, qui est maître bien moins en tant qu'il possède des esclaves qu'en tant qu'il en use. Cette science n'est, il est vrai, ni bien étendue ni bien haute. Elle consiste seulement à savoir commander ce que les esclaves doivent savoir faire. Aussi, dès qu'on peut s'épargner cet embarras, on en laisse l'honneur à un intendant pour se livrer à la vie politique ou à la philosophie. La science de l'acquisition, mais de l'acquisition naturelle et juste, est fort différente des deux autres sciences dont nous venons de parler. Elle a tout à la fois quelque chose de la guerre et quelque chose de la chasse. Nous ne pousserons pas plus loin ce que nous avions à dire du maître et de l'esclave.